Amis du futur, vous qui avez traversé sans crainte les portes du temps, vous dont les ancêtres ont, génération après génération, façonné leur cadre de vie, soyez les bienvenus. Acteurs du présent et de l'avenir de votre ville, je vous propose de vous replonger dans l'atmosphère particulière de Laval en 1750. Sans doute, avant d'aller plus amont, serait-il souhaitable d'achever les présentations. Je suis Médoana, gardien des eaux, âme éternelle et mémoire vivante de cette rivière, la Mayenne. Depuis la nuit des temps, le cours de ma vie suit celui de l'onde qui vagabonde des avaloirs jusqu'aux portes d'Angers. Esprit curieux, j'ai assisté à la naissance au bord des flots d'une agglomération, d'abord minuscule, appelée à devenir la ville principale d'un comté riche et puissant du royaume de Louis XV. C'est cette cité qui se dévoile peu à peu aujourd'hui sous vos regards ébahis. Au rythme d'une gabarre virtuelle, vestige imaginaire des embarcations à fond plat qui assuraient autrefois les relations commerciales avec les grands ports de la Loire, remontons les eaux à contre-courant. Laissons à notre gauche les moulins et autres installations industrielles de bord de rivière pour nous intéresser de plus près aux monuments qui se dressent devant nous. Le vieux pont, oui, puisque c'est lui dont il s'agit, voit se dresser fièrement en surplomb de ses arches les silhouettes atypiques de vieilles demeures qu'on dirait suspendues au-dessus du vide. Avouez que, pour vous, visiteurs du XXIe siècle, cela doit vous faire un choc de le voir ainsi. Et encore, ce n'est pas tout, mais de ceci nous reparlerons plus tard, voulez-vous ? Admirons cette vue majestueuse qui s'offre à nous. Voici, dans son plus bel appareil, l'ensemble castral, composé époque après époque par les seigneurs de Laval. À gauche, se dresse la silhouette massive du vieux château médiéval et, à droite, celle plus raffinée de la galerie Renaissance achevée en 1542 sur les ordres du comte Guy XVII. Venez, approchons-nous. Voyez ceci. Plutôt inédit, non? C'est la tour de l'horloge. Vestige d'un mur d'enceinte datant du Moyen-Âge, elle subsiste encore entre les deux monuments, érigeant vers le ciel son fin clocher couvert d'ardoises. Savez-vous qu'il abrite un trésor cher aux Lavallois de l'époque? C'est la Luane, nom donné à la cloche de ce beffroi qui rythmait alors le quotidien de vos ancêtres en colportant de son tintement harmonieux bonnes et mauvaises nouvelles. De là-haut, la vue est magnifique. Mais le temps n'est pas à la flânerie. Plongeons vers le vieux pont qui ne nous a pas encore révélé tous ses secrets. Franchissons allègrement le Châtelet Saint-Julien, porte fortifiée qui barrait l'entrée de la cité sur la grande route de Paris, pour emprunter le cours tortueux de la petite rue se développant le long de cet ouvrage d'art, permettant le passage d'une rive à une autre. Hop, hop, par d'habiles coups de rein, nous évitons d'heurter les chasse-roues, blocs monolithiques destinés à éviter que les essieux des chariots ne viennent racler l'enduit des façades. Heureusement, nous sommes sortis indemnes de ce goulet d'étranglement. Juste le temps de jeter un œil à la maison Sédillé qui développe en tête de pont sa façade à double pignon et nous nous engageons dans la grande rue. Les anciens la présentent comme une ancienne voie gallo-romaine ayant relié autrefois les antiques cités du Mans et de Corseul.
C'est cet axe de circulation particulièrement escarpé qui demeure en ce milieu de XVIIIe siècle l'épine dorsale de la ville, avec la difficulté que vous pouvez aisément imaginer. Combien de cochers ont pu maudire cette montagne après s'être escrimés à faire gravir à leurs chevaux les pourcentages élevés de cette pente? Je ne saurais le dire. Ce dont je peux témoigner par contre, c'est que Madame de Sévigné, célèbre épistolaire de l'époque du roi Soleil, abhorrait à traverser notre ville lorsqu'elle quittait Paris pour rejoindre son domaine des Rochers à Vitré. Et pourtant, si seulement elle avait pris la peine de lever les yeux, peut-être aurait-elle apprécié, en connaisseuse avertie, l'élégante façade Renaissance de la maison du Grand Veneur. Sitôt passé devant la riche maison construite en 1554 par Jacques Marest, marchand de toiles fortuné, nous pénétrons dans la rue des Orfèvres. En ce siècle des Lumières, le savoir-faire de cette corporation lavalloise est apprécié jusque dans les milieux de la cour à Versailles. Voici enfin le grand pavé où bat le cœur de notre cité. On appelle aussi ce vaste espace jouxtant la cour du château Comtal la place au blé. C'est en effet ici que se déroulent les foires et les marchés qui rythment les semaines des habitants de la ville. Bien que cela soit difficile à percevoir, l'endroit est naturellement très fréquenté et grouille d'animations de toutes sortes. Allons, que diable, faites donc un effort d'imagination! Abandonnons les perspectives inédites que nous offre la place pour nous tourner vers un bâtiment énigmatique qui nous barre la vue sur le clocher de la Trinité. Avouez que cela a pour don de vous surprendre. Cette grande bâtisse ouverte à tous les vents, mais dont l'éclairage intérieur fait défaut, sert de halle couverte. On y expose toutes sortes de marchandises provenant de la campagne environnante. Céréales, légumes, fruits, viandes. D'ailleurs, c'est sans doute l'odeur prégnante d'une bonne pièce de boucherie qui a dû attirer un chien en ce lieu. Fuyons la colère du molosse et courons trouver refuge dans la petite halle. Au moins, dans celle-ci, risquerons-nous seulement de croiser la jante féline, car elle est dévolue à l'exposition du poisson. Reprenons le cours de notre promenade là où nous l'avions laissé et entamons la découverte d'un axe tout en courbe qui monte vers l'église de la Trinité. C'est la rue du même nom. Un vocable d'ailleurs très bien choisi car on y découvre sur la gauche l'hôtel urbain des abbés de Clermont. La particularité de cette belle maison à pans de bois consiste à étaler en façade son mur gouttereau comme un signe de richesse ostentatoire, à une époque où l'on construisait plutôt avec pignon sur rue. Apparaît ensuite la silhouette recroquevillée de la Trinité qui semble comme prisonnière de son environnement. Fondé en 1070, cet établissement religieux a fait l'objet de nombreuses campagnes de construction successives. L'une de ses réalisations les plus prestigieuses est sans conteste son portail monumental, édifié à la fin du XVIe siècle par les frères Guillot. Néanmoins, l'étroitesse de la rue ne permet pas à cet endroit de profiter d'une belle vue d'ensemble sur cette magnifique œuvre d'art. Grimpons donc vers les cieux. Cette petite pause au niveau du clocher de la Trinité a dû vous ragaillardir, n'est-ce pas? Poursuivons, voulez-vous, notre belle promenade à travers ruelles étroites et venelles obscures. Les maisons s'amoncellent de façon anarchique au pied de l'église paroissiale, appelée à devenir plus tard cathédrale. Difficile de s'y retrouver, n'est-ce pas? Nous sommes au niveau de ce que vous connaissez sous le nom de rue Charles Landel.
Mais patience, vous allez pouvoir bientôt retrouver un élément du paysage urbain qui vous est plus familier. Hop, évitons quelques obstacles et engageons-nous dans ce passage. Oh, sale péripopette, le vide succède au plein. Voyez, nous venons de quitter la ville, du moins telle qu'elle était matérialisée au Moyen-Âge par la limite fixée par ses remparts. Et cet étroit passage voûté que nous avons emprunté, c'est la porte Becheresse. Austère dame de pierre ayant pour vocation de barrer la route à d'éventuels conquérants belliqueux venus par la route de Nantes, elle a conservé ses 2 puissantes tours fortifiées qui veillent à la tranquillité des Lavallois depuis le XIIIe siècle. En ce beau siècle des Lumières, il y a bien des lustres qu'elle n'a pas vu passer l'ombre d'un soldat ennemi. À peine si elle aperçoit encore, provenant de la forêt de Concise toute proche, la figure des bûcherons à qui elle doit son nom si particulier. Vous êtes incorrigibles. Mais quels enfants faites-vous donc? Enfin, je me doutais bien que certains d'entre vous ne résisteraient pas à l'envie de jouer à la tour de guet en grimpant au sommet du chemin de ronde de la porte. Allez, en route! Il nous reste encore nombre de belles choses à découvrir entre les murs de cette riante cité. Descendons d'abord la rue des Claveriers. Enfin, des serruriers. Pardonnez-moi l'emploi de ce terme de patois mayennais longtemps utilisé par les gens du cru, mais ce vocable possède ceci de savant que c'est un vestige de la langue latine. N'est pas forcément civilisé celui qui croit bien penser. Gagnons à gauche la rue du Pain Doré, qui conserve de par son nom le souvenir d'une ancienne auberge, et bifurquons à nouveau à travers les halles. Oh, faites vite si vous ne voulez pas être importuné par les odeurs persistantes de poissons avariés ou de viande faisandée qui imprègnent ces lieux. Enfin, aux abords de la place au blé, nous retrouvons un peu d'air frais. Suivons le cours des eaux qui ruissellent naturellement depuis la fontaine de la place vers l'antique bourg Chevrel. Par la rue du Pilier Vert, nous gagnons le carrefour Masure. À gauche, laissons la rue Saint-André qui nous conduirait vers l'église de la Trinité s'il nous venait l'idée de l'emprunter, et poursuivons notre chemin à droite vers la place Saint-Tugal. Nous y voici. Ma foi, c'est un fort beau bâtiment qui s'offre à notre regard. Sa haute silhouette, marquée par la présence de 2 clochers, en font l'un des monuments les plus marquants du paysage urbain. En importance, la collégiale Saint-Tugal, puisque c'est elle dont il s'agit, rivalise avec l'église de la Trinité. Il est vrai cependant que cet établissement religieux doit son prestige aux seigneurs de la ville, qui l'ont entièrement fait reconstruire après la guerre de 100 ans. À l'époque, cette ancienne chapelle avait pour vocation de devenir la nécropole des comtes de Laval. À ce jour, elle sert d'ultime lieu de repos au corps de Guy XIV et André de Loéac, qui se sont autrefois distingués en combattant aux côtés de Jeanne d'Arc. Si l'on s'avise de contourner la masse imposante du monument par la rue du Jeu de Paume,
on débouche dans une cour où se développe un préau. Ce semblant de cloître est utilisé par les chanoines desservant l'église pour leurs déplacements incessants entre les communs et le lieu de célébration des offices. Ainsi peuvent-ils, par temps de pluie, circuler à pied sec, sans risquer de mouiller leur robe de bure ou le sommet de leur crâne tonsuré. Enfin, ne raillons pas ces braves religieux. En effet, j'ai obtenu d'eux la faveur de vous faire découvrir l'intérieur de leur église. Ne perdons pas un instant et poussons la lourde porte de bois, derrière laquelle se cachent sans doute de fabuleux joyaux. L'ambiance solennelle qui règne en ce lieu mériterait que l'on respecte le plus profond des silences. Mais votre curiosité doit être aiguisée par ce lieu qui vous est inconnu, alors laissez-moi vous guider. Après avoir franchi le jubé qui marque la clôture entre l'espace des fidèles et celui réservé aux moines, nous pénétrons dans le cœur de l'église. Notre œil est irrésistiblement attiré par le maître-autel, matérialisé par un retable d'une taille remarquable. Il est vrai que, grâce à l'exploitation des carrières de marbre d'Argentré et de Saint-Berthevin, les architectes lavallois se sont fait au XVIIe siècle les spécialistes de la production de ce type de mobilier d'église, alliant architecture imposante et décors somptueux. À propos de décor, celui-ci apparaît en ces lieux suffisamment fourni. Lutrins, stalles, chairs à prêcher et même grandes orgues posées sur une haute tribune contribuent à faire de cet édifice l'un des plus riches de la ville. La ville, justement, il serait temps d'y retourner. Sortons, voulez-vous, en empruntant la chapelle de la Communion qui s'ouvre sur la rue. Où étiez-vous? Je vous attendais. Qu'avez-vous fait pour traîner autant en route? Sans doute êtes-vous encore tout ébahi de vos découvertes. Croyez-moi, vous n'êtes pas encore au bout de vos surprises. Traversons à la hâte le grand pavé en jetant un dernier regard aux bâtiments qui l'entourent, puis regagnons la ville basse par la rue des Orfèvres. Pour descendre la grande rue, je vous propose de prendre un peu d'altitude. Nous allons devoir slalomer entre les séchoirs improvisés qui pendent aux fenêtres, mais du moins pourrons-nous éviter de salir nos chaussures en marchant sur les immondices qui jonchent le sol. Eh oui, en 1750, il n'y a pas encore de service de ramassage d'ordures et encore moins de tout à l'égout. Alors, vous pensez bien qu'il est relativement fréquent de se polluer les semelles avec des matières que nous qualifierons sobrement de malodorantes. Contournons la fontaine de la basse grande rue, qui a remplacé un puits sans margelle dans lequel le fils unique de Guidouze se noya pour poursuivre en direction de la Porte-Peintre. Les vestiges de cette fortification, qui marquaient l'entrée de la ville sur la route de Paris, sont encore clairement visibles et servent de soutien à une niche abritant la statue de Saint-Sébastien. Il est de coutume pour le passant de prier cet intercesseur afin d'éviter une mort subite. Enfin, profitons de la pauvreté du trafic pour nous engager, sains et saufs, dans la rue du Val-de-Maine. Nous y sommes dominés par l'ombre massive et inquiétante du vieux donjon médiéval. Cette haute tour de plus de 30 mètres de hauteur passe pour être une forteresse imprenable. Voyez, en son sommet, elle est coiffée par une galerie de bois à vocation défensive que l'on appelle des hours. Ceux-ci passent pour être parmi les plus anciens d'Europe. Leur construction s'est achevée durant l'année 1219
quelques mois après que le roi Philippe Auguste ait remis la main sur ces terres dominées depuis des lustres par les Plantagenets. Mais cessons là ce cours d'histoire improvisée et profitons de la vue splendide qui s'offre à nous. Les prairies inondables de la rive gauche de la Mayenne doivent leur éclat immaculé aux nombreuses toiles de lin plantées sur des piquets et laissées là pour qu'elles puissent blanchir à la lumière du jour. Ces toiles, ainsi apprêtées, gagnaient ensuite par voie fluviale et maritime les comptoirs des Indes et des Amériques. L'élément liquide, il est d'ailleurs grand temps de le retrouver. Je me dois de régénérer mes forces au contact de l'eau dont je suis issu. Après avoir franchi la petite arche ouvrant sur un arrivoire situé au pied de la tour Quentin, nous retrouvons au pied du vieux pont la silhouette massive des Trois Moulins. Le bâtiment empiète très largement sur l'une des arches du vieux pont, sous laquelle nous allons quand même tenter de nous immiscer. Voilà, c'est fait. Nous frôlons les poteaux de bois soutenant les quelques maisons à galeries qui peuplent les bords de rivière pour nous retourner vers une bâtisse sise en tête de pont sur la rive gauche. Pauvres et nécessiteux s'y retrouvent depuis des temps immémoriaux, en l'occurrence depuis le XIIe siècle, pour y soigner les plaies du corps et de l'âme. Cette maison, dédiée à Monseigneur Saint-Julien, constitue le seul hôpital de la ville. Résider en bord de rivière constitue un défi perpétuel aux lois de la gravitation. Les maisons s'étendent bien au-delà de la terre ferme et rivalisent d'audace pour gagner du terrain sur l'eau. Voyez plutôt ces innombrables pilotis au milieu desquels nous tentons vaille que vaille de circuler. À proximité, le moulin de Bélaillé, installé sur la chaussée qui barre la rivière à cet endroit, plonge dans les eaux les palmes de ses roues, dont le doux clapotis accompagne riverains et passants filant vers le village d'Avenières. Étroite et sinueuse, la rue de Rivière, aussi appelée rue Boutaigu, constitue une desserte très largement utilisée par les meuniers et les bateliers. Il n'est d'ailleurs pas rare d'y voir les tenants de ces deux corporations se disputer les faveurs de notre belle Mayenne. Les uns rêvant de voir son courant s'accélérer, les autres priant pour le contraire afin de faciliter le passage aux dangereuses portes marinières de leurs frêles embarcations. Enfin, tout ce petit monde parvient encore à vivre en harmonie. Parmi les ajoncs et les roseaux, nous regagnons mon domaine. Visiteur du futur, il est temps pour moi de regagner les profondeurs de l'onde. Allez, et portés par le souffle du vent, laissez-vous reconduire vers la porte du temps.